Mon père se résumait à une page vierge et à une cassette. À ce moment-là, il nous a menacé de mort. Il a dit « Ah oui, je vais prendre le fusil, je vais te tuer, ta mère et toi. » Michel, si vous nous regardez. Vous avez le Templier et Christophe Colomb qui a représenté la croix templière sur les caravelles. Et pourquoi il y a ça? Bonjour, je m'appelle Franck Guimonnot et je suis auteur de La Terre secrète. Alors, comment est née la genèse de ce projet? Tout simplement, je me suis inspiré de mon histoire personnelle pour développer les personnages ainsi qu'une histoire remplie de rebondissements, d'émotions, de romances, d'aventures et parfois aussi de guerre et de trahison. Justement, tout ça me constitue. Voilà, donc j'ai voulu faire cette vidéo pour aussi partager avec le public et si ça peut aider des gens, si mon témoignage, mon histoire peut aider, tant mieux. Au moins que ça serve à quelque chose. Donc ça commence quand j'ai 2 ans, mes parents ont divorcé et j'ai revu mon père uniquement quand j'avais 4 ans dans mes souvenirs. Et en fait, j'ai dit « mais c'est qui lui ?» Et ma mère m'a dit « c'est ton père ». Pour moi, c'était totalement abstrait, je ne comprenais pas. Et en fait, il ne s'est jamais occupé de moi, c'était un père complètement absent. Ni Noël, ni anniversaire, c'est quand même assez violent. Parfois des coups de fil de temps en temps, mais vraiment très très rare. Et voilà, mon père se résumait à une page vierge et à une cassette, voilà, tout simplement. Et puis ma mère voulait quand même que je grandisse avec une figure masculine. Donc j'ai eu un beau-père, elle s'est remariée et il n'était pas très gentil avec moi. Malheureusement, ce n'était pas le bon numéro. Il était jaloux de moi, donc à cette période, j'avais 14 ans. Et moi, j'aimais bien faire la danse, Michael Jackson, d'où le chapeau d'ailleurs, c'est un hommage. Et lui, il était jaloux. Pour lui, c'était le travail dur dans les champs, la rudesse, couper du bois. C'était le mâle alpha par excellence. Un jour, il s'est disputé avec ma mère. Et il a poussé ma mère. Et donc là, je me suis interposé. Alors vous voyez, je suis quand même assez chétif. Voilà, à l'école, on m'appelait Skeletor. Ça n'a pas trop changé depuis. Mais si moi j'étais Skeletor, lui, il était Musclor. Parce qu'en fait, il était vraiment constitué de façon très très corpulente. Pour exemple, son index, c'était mes 2 doigts réunis. Donc ça vous laisse imaginer la taille du bonhomme. Quand je me suis interposé, j'ai été comme investi, voilà, parce que là, pour le coup, David contre Goliath. Mais vraiment, ça n'a pas eu d'effet sur moi. C'est-à-dire, j'avais pas peur de lui. Et je me suis interféré, j'ai dit, tu fais pas ça à ma mère. Tu la pousses pas, tu vas te calmer. Et à ce moment-là, il nous a menacé de mort. Il a dit, ah oui, je vais prendre le fusil, je vais te tuer, ta mère et toi. Et vous savez, on était à la campagne, hein, les fusils, ils les avaient. Hein. Et ben, j'ai dit quoi? Tout de suite, la répartie, c'est... Mais vraiment, je sentais une chaleur dans mon corps, comme si c'est pas moi qui parlais. Et j'ai dit, tu me menaces de mort, je te le dis devant Dieu, Dieu m'en est témoin. Et à cette époque-là, j'étais pas forcément croyant en plus. J'avais 17 ans quand c'est arrivé ça. Et je lui ai dit, c'est toi qui vas mourir, Dieu m'en est témoin, c'est toi qui vas mourir. Avec cet aplomb. Et il a fait du coup machine arrière. Enfin bon, voilà, ça l'a un petit peu calmé. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois comme ça. Et du coup, moi, je n'ai pas attendu. Je suis parti tout de suite à la gendarmerie. Alors, vous savez, je suis un Méditerranéen. Chez nous, on ne va pas aller forcément se plaindre pour dire « Ah, je vais porter plainte et tout ». En tant que Méditerranéen, on aime bien gérer nos affaires. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Et je suis allé à la gendarmerie, non pas pour porter plainte, mais pour rentrer. Parce que je me suis dit... Puisqu'il me traite de bon à rien, parce que je fais de la danse, il dit que je suis un homosexuel. Donc du coup, je vais prouver que non, je peux être un homme qui va me défendre. Et je vais apprendre les armes, etc. Et quand je suis rentré à la gendarmerie, l'adjudant m'a dissuadé. Il a dit « mais non, mais rentrez pas, parce que honnêtement, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail, c'est difficile. » Et j'ai dit « non, 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 je veux rien savoir de tout ça, c'est où qu'on signe ?» Voilà, j'étais déterminé. Et la gendarmerie a permis que j'aille vivre à Paris.
Voilà, alors j'ai oublié de le dire, moi je viens de petits villages de Provence, 3000 habitants. Et là, tout d'un coup, je me retrouve catapulté à Paris, à la centrale d'alerte du ministère de la Défense, toute la tirade. Et donc sur place, alors là c'est la folie, tout est accessible, parce que bon, dans la Provence, 20 km de tout quand même, hein, 20 km de la civilisation, hein, que de la nature au milieu. Alors c'est beau, c'est magnifique, mais quand on est jeune, on s'ennuie un petit peu quand même. Alors que là, à Paris, j'arrive à 18 ans, je suis complètement dépaysé, c'est la grande vie. Et j'ai rencontré aussi les célébrités qui ont bercé mon enfance, notamment Michel Drucker. Michel, si vous nous regardez, Michel est un exemple de gentillesse, de bonté, de travail acharné, de perfectionnisme. Voilà, et j'adore son rapport aux médias également. Une autre personne que j'ai rencontrée qui m'a énormément marqué, c'est Francis Cabrel, un exemple d'humilité, pareil, de professionnalisme, de talent. Voilà, et c'était enrichissant de rencontrer des personnages de cette envergure, voilà. Au point que je me suis dit, ça m'a donné une confiance en moi en me disant, mais moi aussi, en fait, je pourrais écrire des chansons, moi aussi, je pourrais animer, je pourrais être présent, etc. Et il y a une autre rencontre déterminante que j'ai faite dans ma vie, c'est Hugo Wasserstrum, donc, qui est le co-auteur du livre que nous avons écrit. Et c'est justement parce que, vous voyez, là, il y a un chevalier templier qui est représenté, mais ça nous définit un petit peu au final, parce que Hugo a ce côté chevaleresque en lui, c'est-à-dire du don de soi, de la générosité, voilà, du partage, de la camaraderie, de la gentillesse et puis de la connaissance, quoi. Des valeurs morales qui forment un socle et c'est assez rare actuellement. C'est assez rare que les gens maintenant sont un petit peu plus tournés vers eux, chacun pour soi, et c'est regrettable. Et justement, les gens comme nous sommes là pour rappeler finalement aux valeurs et à l'amour. Et justement, j'en viens sur un volet par rapport à ça. C'est-à-dire que si je regarde dans le rétroviseur, toutes ces bonnes choses qui me sont arrivées, c'est-à-dire venir à Paris, faire ces rencontres, etc., tout ça vient d'un événement dramatique. Et en fait, à un moment donné, je me faisais une réflexion parce que mon beau-père, en fait, par la suite, ce que je lui avais dit, ça s'est accompli. Je n'ai pas eu le temps de le traquer quand je suis rentré en gendarmerie parce qu'il est mort quelques temps après. Il a eu une rupture d'anévrisme. Et donc, à partir de là, ça m'a rendu beaucoup plus philosophe parce que je ne voulais pas sa mort au final. Moi, j'aurais voulu que ce soit quelqu'un de doux, de gentil, d'agréable. Moi, je ne voulais pas que ce soit quelqu'un comme ça. Et si je n'ai pas l'amour, je ne peux pas vous donner l'amour de la même manière que si je n'ai pas 10 euros, je ne peux pas vous donner 10 euros. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je pense que comme il venait me hanter dans mes cauchemars, vous voyez, ça m'arrivait de souvent cauchemarder de lui, parce que c'est pas anodin quand on est jeune, quand on est plutôt artiste et qu'on finit comme ça dans un corps militaire avec les armes et tout, c'est pas anodin. Vous voyez, c'est quelque chose qui m'a quand même traumatisé et j'ai pas eu le temps finalement psychologiquement de m'en remettre. Et c'est quand il m'est arrivé toutes ces choses-là que j'ai fait une synthèse. Et en plus, il venait me harceler dans mes cauchemars. Donc j'ai dit, son âme n'est pas en paix en fait. Et j'ai demandé le pardon de son âme parce que je me suis rendu compte que cet événement tragique m'a apporté que du positif derrière. S'il ne m'avait pas menacé de mort, au final, retournons la chose, je serais resté dans les villages de 3000 habitants, j'aurais pas eu l'impulsion de rentrer en gendarmerie, j'aurais peut-être pas, parce que c'est la gendarmerie qui m'a fait venir à Paris, donc j'aurais peut-être jamais pensé finir à Paris. Et en tout cas pas avec cette logistique, parce que bon, si j'étais pas rentré en gendarmerie, il aurait fallu que je paye moi-même le loyer, tout ça, là j'étais dans la caserne, donc j'étais un peu couconné au final. Et voilà, et en fait je réfléchis et je me dis, tous ces événements positifs sont arrivés parce qu'il y a eu cet homme négatif. Et finalement je me dis que la vie c'est comme une batterie, plus ou moins, et on avance. On avance. Donc j'ai appris à pardonner à ce beau-père persécuteur. Peut-être même pardonner à mon propre père, parce que bon, c'est tout ça qui a amené à ça.
C'est un chemin de vie. Donc il faut vous dire que quoi que vous traversez dans la vie, toutes les souffrances que vous pouvez traverser, il faut tourner cette chose-là, cette énergie noire, il faut la tourner en énergie blanche. C'est le yin et le yang, ça va de pair. Et il faut faire en sorte de rester sur la tranche positive. Qu'est-ce qui est positif que vous pouvez tirer de votre expérience négative? Voilà, et c'est le plus important et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Bâtir plutôt que se détruire et plutôt que détruire. Donc bâtir, justement, c'est l'objet. Donc, vous voyez, toute cette expérience a nourri complètement les personnages, le texte de ce roman, La Terre secrète. Et au-delà de ça, nous révélons un secret d'histoire. Puisque, comme je vous ai dit, quand j'étais en gendarmerie, j'étais à la centrale d'alerte du ministère de la Défense. Et donc, j'ai été initié au secret d'État, du moins. Mais justement, ça m'a amené à réfléchir sur ce côté-là des secrets. Ça m'intéressait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous cache? Est-ce que c'est caché volontairement ou involontairement? Des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas réuni toutes les pièces du puzzle et on n'a pas tout compris non plus. Et est-ce que les anciens nous ont transmis l'histoire telle qu'elle s'est déroulée? Voilà, Napoléon disait lui-même, ce sont les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. Donc finalement, est-ce que c'est la véracité des faits? Donc il faut comme ça aller creuser, aller chercher, aller analyser. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'est je voulais transmettre à la fois ce message d'amour, de communion, de chevalerie, etc. Mais d'un autre côté, il y avait ce côté révéler un secret d'histoire. Donc on est un petit peu vraiment entre le Da Vinci Code et Indiana Jones. Et c'est le but de ce roman. La différence, c'est que c'est un réel secret d'histoire qui se trouve dans ce roman. Et c'est la partie que je vais aborder, c'est-à-dire que les Vikings, ils ont découvert la partie du Canada qu'on appelle aujourd'hui l'Anso Meadow et qu'ils appelaient le Vinland en l'an 1000. Donc ils sont passés du Groenland, de l'Islande vers le Groenland et du Groenland sur les terres du Labrador. Donc leur présence sur place a créé des connexions, parfois peut-être même des tensions ou même des alliances avec les populations locales. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va se plonger dans la mystique des Amérindiens, dans leur légende, eh bien, il y a justement cette part d'hommes blancs, barbus, enfin de type européen. Et c'est intéressant d'aller analyser qu'est-ce qu'ils en disent dans leurs textes. Voilà. Les Vikings appelaient les Amérindiens les Skræningjar. Donc ils n'étaient pas inconnus. Voyez, parce que quand les Vikings découvraient des nouvelles terres, ça restait entre clans. Voyez, ils ne partageaient pas ou ils n'en parlaient pas au reste du monde. Donc le reste du monde, qui est l'Europe médiévale, va ignorer qu'il y avait un autre continent, alors que d'autres le savaient et d'autres ont exploré. Et pas uniquement que le Canada, mais également les États-Unis et l'Amérique du Sud. Et il va y avoir comme ça parfois des Vikings qui vont se faire servir, qui feront des enfants sur place avec les populations locales. Donc certains ne reviendront jamais. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et c'est une partie que les chercheurs découvrent à peine. On a à peine découvert l'existence du Vinland, donc ils n'ont pas encore exploré la suite. Et la suite, elle est là. La suite de l'histoire, elle est là. Nous l'avons fait sous forme de roman, parce qu'on n'est pas des historiens officiels, mais vraiment, j'appelle les chercheurs de tous bords à se pencher sur nos recherches. En plus d'être un roman assez agréable à lire, nous avons fait de vraies recherches où vous pourrez voir en bas de page les références. Par exemple ici, en bas de page, vous avez les références qui s'adressent aux chercheurs pour dire on a sourcé, on a cherché, vous allez voir, vous allez trouver. Il y a aussi l'archéologie mystérieuse, des artefacts dérangeants dont on ne peut pas expliquer vraiment la nature, qui a construit ou quoi. Les réponses seront ici. Et enfin, donc je parlais de chevalerie, vous avez le Templier et Christophe Colomb qui a représenté la croix templière sur les caravelles. Et pourquoi il y a ça? Eh bien, je ne vais pas vous le dire,
vous allez lire le livre. Sambar